Les pattes ensanglantées de Thunder raclaient le bois verni du cercueil, tandis que le berger allemand s'acharnait de toutes ses forces contre le couvercle, ses hurlements transperçant la tempête de janvier comme des éclats de verre. La cérémonie funèbre, réglée au millimètre avec toute la solennité militaire qu'imposait l'occasion, se déroulait au cimetière de Green Lake quand le chien de police de type 95B s'était brusquement jeté en avant, brisant la prise de son maître chien. Ce n'était pas le chagrin qui poussait Thunder dans cette frénésie désespérée. C'était autre chose, de la reconnaissance, une certitude. Abigail McKenna, vacillante, recula instinctivement, sa main pressant son ventre arrondi sous son manteau noir, alors que les chaises de métal se renversaient et que des murmures horrifiés parcouraient les rangs des proches. La petite Sophie, âgée de 7 ans, enfouit son visage dans le manteau de sa grand-mère, refusant de regarder, tandis que les griffes du chien laissaient des traînées écarlates sur le drapeau américain soigneusement disposé sur le cercueil. À 2 rangs de là, Dorothy Wallace, 78 ans, femme d'acier malgré ses os fragiles, plissa ses yeux fatigués mais vifs. Elle avait traversé trop de drames pour ignorer ce qu'elle voyait. « Ce chien, c'est quelque chose que nous ignorons », murmura-t-elle, ses mains ridées serrant la poignée de son déambulateur. « Ouvrez-le », lança soudain Abigail d'une voix ferme, son instinct d'infirmière prenant le pas sur toutes les convenances. « Ouvrez le cercueil, tout de suite ». Qu'avait donc flairé Thunder, et pourquoi le chien le plus loyal de tout Minneapolis refusait-il de dire adieu ? Laissez un j'aime et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, en précisant aussi la ville depuis laquelle vous regardez. On continue tout de suite l'histoire. Revenons 6 mois plus tôt. À cette époque, Thunder n'était plus qu'une carcasse d'anciens combattants. Le berger allemand, 4 ans, pesant près de 45 kilos, restait immobile dans son box du centre d'entraînement canin de Minneapolis. Ses yeux ambrés, autrefois pleins d'énergie, n'étaient plus que 2 lueurs ternes que les vétérinaires n'arrivaient pas à rallumer. Son maître précédent, le sergent Daniel Collins, avait été tué dans une explosion en Afghanistan. Thunder était à 20 mètres lorsqu'il avait vu son partenaire se volatiliser sous ses yeux. Pendant 3 mois, le chien refusa tout. Plus un ordre, plus une friandise, ni en anglais, ni en allemand. Un guerrier brisé. C'est un matin glacé d'octobre que l'officier Ryan Malone le remarqua pour la première fois. Il n'avait pas prêté attention aux aboiements frénétiques qui emplissaient les autres cages. C'est le silence de la cage numéro 12 qui l'avait attiré. Malone, 34 ans, traînait lui aussi ses fantômes. Son père, policier, avait perdu la vie en service alors que Ryan n'était encore qu'un enfant, exactement l'âge qu'avait aujourd'hui sa propre fille. Élevé ensuite par sa grand-mère irlandaise, il avait grandi avec cette idée étrange qu'entre certains êtres, le destin se répète, que certaines âmes se choisissent au-delà des générations. Et en croisant le regard vide de Thunder, il comprit. Il retrouva dans ses yeux cette même douleur abyssale qu'il portait en lui. « Il ne mangera pas si tu le regardes », prévint la sergente Martinez en secouant la tête. « On a essayé avec 4 maîtres différents. Rien à faire, on parle déjà de le mettre à la retraite et de le placer dans une famille au civil. Mais Malone, qui avait grandi avec les chiens de la ferme familiale, savait une chose. La guérison ne s'impose pas, elle se mérite. Pendant 2 semaines, il s'assit chaque matin devant la cage de Thunder. Pas d'ordre, pas de contrainte. Juste sa voix lisant le Minneapolis Herald, un café chaud à la main et la patience tranquille d'un homme qui refusait de forcer les choses. La percée arriva à la 3e semaine. Une fillette de 4 ans, Emma Johnson, avait disparu près du fleuve Mississippi après avoir suivi un chat errant. Les recherches duraient depuis 8 heures quand Malone prit une décision qui allait tout changer. Il ouvrit la cage de Thunder, plaça sous son museau les moufles roses de l'enfant et dit doucement « Tu veux m'aider à la retrouver, mon grand ?» La transformation fut instantanée. Les oreilles du chien se dressèrent, son museau s'anima et toute sa lignée germanique s'éveilla comme si une flamme avait repris. Moins d'1 heure plus tard, il trouvait Emma recroquevillée derrière un conteneur, frigorifiée mais vivante, serrant contre elle le chaton qu'elle avait tenté de sauver. Tandis que les ambulanciers enveloppaient la fillette dans des couvertures thermiques, Thunder ramassa délicatement le chaton dans sa gueule pour le déposer dans les mains de Malone. Son premier geste de confiance. À cet instant, Malone sut, ils n'étaient plus simples chien et maître, ils étaient les partenaires. Chez lui, Thunder s'intégra à la famille comme s'il y avait toujours appartenu. Abigail, enceinte de 7 mois à l'époque, se surprit à sourire en voyant l'animal allongé contre elle sur le canapé, une patte massive posée sur son ventre arrondi, comme pour protéger le bébé. « Il sait qu'il y a une vie là-dedans », dit-elle un soir à son mari. Et il avait raison, Thunder n'était pas seulement un chien.
il était un gardien. Le 14 janvier, Minneapolis ressemblait à un champ de bataille glacé. -20 degrés, des bourrasques de neige s'engouffrant dans les fenêtres brisées des anciens silos à grains de la Pillsbury Factory. La détective Lisa Ramirez suivait depuis 8 mois la piste de Vincent Vinny Castellani, un trafiquant qui utilisait le labyrinthe de tunnels souterrains pour écouler sa drogue à travers toute la ville. Ce matin-là, ils allaient le coincer. Ou le perdre pour de bon. Ryan Malone ajusta le gilet tactique de Thunder une dernière fois. Dans l'air glacé, la respiration du berger allemand formait de petits nuages. Ses yeux ambrés restaient fixés, concentrés. « Facile, mon vieux », murmura Malone, même si tous deux savaient que rien n'était jamais facile. Les oreilles de Thunder tressaillirent, lui percevaient ce que les humains ignoraient encore, le frottement de bottes sur le béton, le cliquetis métallique des armes, la respiration fébrile de ceux qui se préparent à tuer. À 6 heures pile, l'opération débuta. Équipe Alpha en formation, progression millimétrée, Malone et Thunder en tête. Leur coordination semblait presque surnaturelle, résultat de 2 ans de travail côte à côte. Le chien reniflait sans cesse, filtrant les odeurs pour repérer drogue, pièges, issues cachées. Derrière, 2 officiers, Jackson et Webb, couvraient leurs arrières, visages figés derrière leurs masques. Patterson, le bleu, n'en était qu'à son 3e raid. Ses mains tremblaient encore trop sur son arme. Le premier étage fut nettoyé méthodiquement. Thunder signala 2 découvertes. Un stock de cocaïne caché dans une vieille cuve à farine, puis une trappe dissimulée qui menait au tunnel. Son travail était impeccable. Ces signaux discrets permettaient à Malone de comprendre sans un mot, sans alerter les suspects. Mais au 3e étage, dans la zone des silos, tout bascula. Thunder s'immobilisa soudain, le dos hérissé, un grondement sourd montant de sa gorge. Une seconde plus tard, le premier coup de feu claqua, sec comme de la glace qui se brise. Le sniper, embusqué au milieu du dédale de passerelles métalliques, avait attendu ce moment. Patterson fut le premier touché, une balle éraflant son épaule. Il resta figé, incapable de chercher couverture. Malone bondit, le poussant derrière un pilier de béton juste avant qu'une 2e balle ne lui emporte la tête. Thunder, dressé devant eux, se plaça immédiatement en bouclier vivant, son corps massif absorbant le risque à la place de son maître. La fusillade éclata de partout. Castellani avait transformé le silo en forteresse. Des tirs jaillissaient des hauteurs. Thunder aboyait, se faufilant dans le chaos de métal et de poussière, tentant de rejoindre Malone. Puis, le drame. Coincé derrière une machine avec Patterson qui saignait, Malone aperçut le reflet d'un canon au-dessus de lui. Pas le temps de réfléchir. Il sortit de sa couverture pour riposter. La balle le frappa au-dessus de la tempe gauche. Le monde bascula. Son dernier souvenir fut le hurlement désespéré de Thunder se rapprochant à travers le vacarme. Les minutes qui suivirent se transformèrent en un cauchemar de bruits métalliques, de cris et de coups de feu. Le rapport officiel, rédigé plus tard, parlerait de chaos, d'extraction difficile et de multiples blessés. Mais pour Thunder, tout ce qui comptait à cet instant, c'était de retrouver son partenaire. À travers la poussière et le vacarme, son flair le guidait. Il avançait, bondissant entre les machines, aboyant d'une voix rauque, jusqu'à ce que ses pattes atteignent le sol où Ryan Malone gisait, inconscient. Les renforts déboulèrent, leurs bottes frappant le béton, leurs radios saturées de cris. 3 policiers à terre, Patterson blessé à l'épaule, Webb atteint à la jambe, et Malone, immobile, la tête ensanglantée. Les urgentistes, pris dans le feu croisé, se jetèrent à genoux pour stabiliser les blessés. Thunder, furieux, refusait de s'éloigner. Il s'interposait, grognait, tentait de grimper sur le brancard pour rester contre son maître. Finalement, ce fut Webb, malgré sa propre blessure, qui réussit à retenir le chien, l'empêchant de suivre l'ambulance dans les rues glacées de Minneapolis. Pendant 3 jours, Thunder erra dans son box au quartier général. Il refusait nourriture et eau, le museau plaqué contre les barreaux, gémissant sans répit. Les agents de l'unité canine échangeaient des regards inquiets. Même les plus expérimentés savaient, un chien peut mourir de chagrin. Et celui-ci, plus que tout autre, vivait dans la douleur d'avoir perdu son partenaire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une erreur terrible s'apprêtait à bouleverser le destin des Malone. Le cimetière de Green Lake, vieux de plus de 100 ans, en avait vu passer des cortèges et des adieux. Mais ce matin glacé de janvier, rien ne ressemblait à la scène qui allait s'y dérouler. 200 personnes s'étaient rassemblées malgré le vent mordant. Le révérend William Harris, voix tremblante sous le froid, récitait la bénédiction finale au-dessus du cercueil recouvert du drapeau américain.
Les chaises métalliques collées aux gants, les haleines formaient des nuages glacés dans l'air. Au premier rang, Dorothy Wallace, malgré son arthrose, serrait son déambulateur, refusant de montrer la douleur qui lui tordait les articulations. 3 maris enterrés, des amis tombés au combat, trop de cercueils déjà vus. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Ses yeux fixaient le chien, assis au garde-à-vous, qui tremblait d'une agitation contenue. Abigail Malone, silhouette droite malgré les 4 mois de grossesse qu'elle dissimulait sous son manteau, tenait sa fille Sophie contre elle. La petite posait de temps en temps sa main sur la tête de Thunder, cherchant du réconfort dans cette présence massive. Mais le chien, lui, ne lâchait pas le cercueil des yeux. Ses narines frémissaient, comme s'il reniflait une odeur invisible aux humains. Lorsque le révérend prononça les mots rituels « poussière tuée, poussière tu redeviendras », le grondement de Thunder monta. Au début, un gémissement à peine audible, étouffé par le vent, puis plus fort, plus insistant. Quand la garde d'honneur plia le drapeau, Thunder explosa. Il bondit, arrachant la laisse des mains de la sergente Martinez. En un instant, il fut sur le cercueil, ses griffes labourant le bois, ses hurlements perçant l'air glacial. « Contrôlez ce chien !» cria le chef de police, Robert Harding, le visage écarlate. Mais impossible. Le berger allemand se débattait avec la fureur d'un désespoir animal, griffant le bois, laissant le sang de ses coussinets éclabousser le drapeau. Patterson tenta de saisir son collier, mais Thunder, dans un aboiement sauvage, le repoussa. Les gens reculaient, stupéfaits. Abigail, tremblante, posa une main sur son ventre. Son instinct médical s'imposa, ce n'était pas du chagrin. Elle connaissait trop bien les signes. Thunder ne pleurait pas. Il alertait. Les mouvements du chien suivaient un rythme précis, 3 coups de griffes rapides, 3 hurlements prolongés, 3 coups encore, un SOS inscrit dans la chair et le sang. « Ouvrez-le !» lança Abigail d'une voix claire. « Ouvrez le cercueil !» Les regards se tournèrent vers Harding, qui blêmit. Les blessures au visage étaient de graves. La famille n'a pas besoin de « Je suis infirmière !» coupa Abigail le ton tranchant. « J'ai vu pire. Ce chien dit qu'il y a un problème. Ouvrez-le !» Le silence tomba sur le cimetière, rompu seulement par les sanglots étouffés et le vent. Même Sophie, la voix fragile, ajouta « Maman, pourquoi Thunder ne dit pas au revoir à papa? Il dit toujours au revoir. » À ces mots, Dorothy Wallace se leva péniblement, ses jambes tremblantes. Elle fixa l'assemblée de son regard dur. « J'ai enterré assez d'hommes pour reconnaître la différence entre la douleur et la panique. Ce chien n'est pas en deuil. Il essaie de sauver quelqu'un. » Un vétéran du Vietnam, Bill Harding, le frère aîné du chef, s'avança, pâle comme un mort. « J'ai déjà vu ça. En 68, un de nos chiens s'est acharné sur un cercueil. Thompson n'était pas mort, les chiens sentent ce que nous ne voyons pas. » La foule, glacée par ces paroles, attendait la suite. Abigail sentit son cœur battre si fort qu'elle crut défaillir. Mais son visage resta calme. Comme dans les urgences, face à l'impossible, elle choisit la raison. Elle croisa le regard de Thunder, le chien venait de cesser de griffer. Il s'était assis, une patte ensanglantée posée sur le drapeau, ses yeux fixés dans ceux d'Abigail. Et puis, lentement, il s'était allongé, prenant la position qu'on lui avait enseignée pour signaler une preuve à protéger. « Ouvrez-le !» répéta Abigail, cette fois comme un ordre médical. Les employés du cimetière, mal à l'aise, obéirent. Le directeur Charles Fulton, vétéran de 40 années de funérailles, supervisa d'une main tremblante le retrait du drapeau et le déclic des verrous métalliques. Chaque cliquetis résonna comme une détonation. Lorsque le couvercle se souleva enfin, la vérité éclata au grand jour. À l'intérieur reposait bien un policier en uniforme, décoration fixée sur la poitrine. Mais ce n'était pas Ryan Malone. Le visage, même endormi, était reconnaissable. C'était celui de l'officier Daniel Torres. Sa veuve, Maria, hurla en reconnaissant la cicatrice de son mari sur son menton. Elle se précipita en avant, trébuchant entre les tombes. Son cri déchira l'air comme un couteau. Thunder, lui, se calma aussitôt. Son corps massif s'assit, ses oreilles se dressèrent, et sa queue remua doucement, comme pour dire « Je vous l'avais dit ». Abigail tomba à genoux près du cercueil. Son regard professionnel balaya le corps. « Mort depuis 3 jours », diagnostiqua-t-elle aussitôt. « Regardez la lividité, la couleur de la peau. Mais si Danny est ici, alors Ryan est peut-être encore vivant. » Un frisson parcourut la foule. La détective Lisa Ramirez, déjà en train de courir vers sa voiture, hurla dans sa radio, vérifiait immédiatement tous les hôpitaux de la ville. Chaque John Doe arrivé depuis l'opération du silo doit être identifié. Tout de suite, le chef Harding resta figé, blême.
3 décennies dans la police et jamais une telle erreur. Si Ryan Malone avait été déclaré mort par erreur, si son corps n'était pas celui qu'ils enterraient. L'administration, la justice, la confiance de la population s'effondrerait. C'est alors que le téléphone d'Abigail vibra. Tremblante, elle décrocha. La voix du docteur Patricia Reeves, de l'hôpital du comté, lui parvint, tendue. « Madame Malone, nous avons un patient en soins intensifs, enregistré comme John Doe, numéro 3. Inconscient, blessures sévères au visage. Nous pensons qu'il pourrait s'agir de votre mari. » Abigail ne réfléchit pas. Elle serra la main de Sophie et suivit les policiers jusqu'aux voitures d'escorte. Thunder, boitant, la suivait, le sang de ses coussinets marquant les sièges du véhicule. Dans l'habitacle, les sirènes hurlaient dans la nuit glaciale. Abigail posa la main sur la tête du chien. « Toi seul savais. Depuis 3 jours, tu savais. » Le trajet vers l'hôpital du comté parut interminable. 20 minutes qui semblèrent durer des heures. Les sirènes déchiraient la nuit, projetant des éclats rouges et bleus sur la neige des rues désertes de Minneapolis. À l'arrière de la voiture, Abigail tenait la main de Sophie, tandis que Thunder, malgré ses pattes ensanglantées, restait debout, le museau collé à la vitre comme s'il voulait guider le convoi. Le sang du chien laissait de petites marques sur la banquette, mais personne ne dit rien. Tout le monde savait, sans lui, jamais il n'aurait découvert l'erreur. Le capitaine Hayes, assis à l'avant, parlait à la radio sans discontinuer. Sa voix sèche expliquait ce qui s'était passé. 3 blessés graves lors du raid, corps déplacés sous le feu, température négative. Les étiquettes ont été échangées. Dans la confusion, il secoua la tête, conscient de l'ampleur du désastre. Cela n'aurait jamais dû arriver. Abigail le fixait. Son visage restait impassible, mais sa voix tremblait quand elle posa la main sur la tête du chien. Quelqu'un avait vérifié, Thunder, lui, il savait. Le silence qui suivit pesa lourd. 3 jours perdus. 3 jours où Ryan Malone avait peut-être lutté seul dans un lit d'hôpital, anonyme, pendant que sa famille pleurait une tombe vide. Lorsque le convoi arriva devant le centre médical du comté, l'entrée des urgences était envahie par des voitures de police et des caméras de télévision. La rumeur avait déjà filtré. Abigail sentit son estomac se nouer. Elle n'avait aucune envie d'exposer sa douleur aux journalistes. Mais elle n'avait pas le choix. La docteure Patricia Reeves les attendait, manteau blanc sur les épaules, lunettes embuées par la neige. Son visage affichait la fatigue des médecins qui ont vu trop d'urgences. Mais dans ses yeux brillait une étincelle d'espoir. « Madame Malone, venez avec moi. » Un agent de sécurité tendit la main pour bloquer Thunder à l'entrée. Mais Abigail le foudroya du regard. Lui aussi, ce chien est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il entre. Le garde recula, incapable de soutenir la détermination d'une femme prête à tout pour sauver son mari. Le groupe traversa les couloirs saturés de désinfectants et de lumière blanche. Thunder marchait en tête, oreilles dressées, flairant chaque recoin, ses coussinets ensanglantés marquaient le sol. Mais il ne ralentissait pas. Chaque pas le rapprochait de son but. Dans une aile isolée, derrière une vitre d'observation, Abigail vit enfin ce qu'elle redoutait et espérait tout à la fois. Sur le lit, branché à des machines qui bipaient en cadence, un homme au visage bandé luttait silencieusement. Tube, moniteur, respirateur artificiel. Un champ de bataille médical. Le docteur Reeves s'avança. Nous l'avons maintenu en coma artificiel pour limiter la pression intracrânienne. Ses blessures faciales empêchaient toute identification visuelle. Pas de papier, badge détruit dans l'explosion. Ses empreintes digitales avaient été partiellement brûlées. Il a été enregistré comme John Doe, numéro 3. Abigail s'approcha, ses yeux cherchant la moindre preuve, et soudain, elle la vit. Sur l'avant-bras gauche, partiellement dissimulée sous les bandages, une cicatrice en forme de croissant. Un souvenir intime. Ryan s'était blessé 3 ans plus tôt en séparant 2 chiens en plein entraînement. Abigail avait embrassé cette cicatrice des centaines de fois. Elle n'avait aucun doute. Sa gorge se serra mais sa voix resta claire. C'est lui, c'est Ryan. Thunder, jusque-là immobile, bondit en avant posant ses pattes sur le rebord du lit. Il renifla longuement le visage bandé, puis gémit d'une voix tremblante avant de lécher doucement la main inerte qui reposait sur les draps. Sa queue battit l'air. Il avait retrouvé son partenaire. Les larmes brouillèrent la vue d'Abigail. Elle saisit la main de Ryan, ses doigts glacés mais réactifs. Il y eut un léger mouvement, presque imperceptible, mais suffisant pour lui faire espérer. C'est alors que Thunder se figea. Son museau se tourna vers la perfusion suspendue au-dessus du lit. Le chien renifla, puis recula brusquement, le poil hérissé. Il grogna bas, une alerte sourde.
Abigail, surprise, suivit son regard. L'odeur était faible, presque imperceptible pour un humain. Mais l'infirmière en elle sentit l'anomalie. Elle approcha, huma légèrement. Un parfum sucré, dérangeant, pas normal. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» chuchota-t-elle, mais Thunder ne cessait de grogner, fixant le sac de perfusion. La docteure Reeves entra, le dossier à la main. « Nous lui administrons des antibiotiques, des nutriments et du sérum. Ses reins commencent à montrer des signes de faiblesse. » Abigail fronça les sourcils. « Des reins ? Ryan n'a jamais eu de problème rénaux. » Son regard s'assombrit. Elle saisit la tubulure, observa l'étiquette. Quelque chose clochait. Trop d'incohérence. D'un geste sec, elle débrancha la perfusion. Thunder cessa immédiatement de grogner, se rapprochant de Ryan comme pour le protéger. Abigail, la tubulure en main, porta l'embout à son nez. L'odeur sucrée, chimique, lui fit l'effet d'une gifle. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est de l'éthylène glycol, de l'antigel. » Le visage de la docteure Reeves se décomposa. « Vous êtes certaine ? 12 ans aux urgences, » répondit Abigail d'une voix tranchante. « J'ai vu assez de cas d'empoisonnement pour le reconnaître. Ce n'est pas un accident. Quelqu'un essaie de tuer mon mari. » L'alerte fut donnée immédiatement. Les analyses confirmèrent la présence d'antigel dans le sang de Ryan. Le dosage administré en petite quantité avait été suffisant pour provoquer une défaillance rénale progressive. Discret, indétectable, à moins d'avoir un chien doté de 300 millions de récepteurs olfactifs. Thunder resta campé près du lit, les oreilles dressées, scrutant chaque silhouette entrant dans la chambre. Ses yeux ambrés passaient de la porte aux perfusions, comme s'il savait que le danger n'était pas écarté. Quelques heures plus tard, la détective Ramirez revint, le visage fermé. Elle tenait un dossier sous le bras. « Nous avons découvert quelque chose. La dernière infirmière ayant manipulé les perfusions est portée disparue depuis ce matin. Patricia Brennan, transférée de Chicago il y a 6 mois. D'excellentes références, rien à signaler. Sauf que son embauche coïncide avec les premiers signaux d'infiltration du réseau Castellani. Le capitaine Hayes blêmit. Elle savait qui allait être hospitalisé. Elle a choisi son service exprès. » Ramirez hocha la tête. Elle n'était pas une simple infirmière. Patricia Brennan était Patricia Castellani, la sœur du trafiquant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Une vengeance patiemment préparée. Ryan n'avait pas seulement été pris dans une fusillade, il avait été la cible d'un complot bien plus vaste. Pendant ce temps, les médecins s'affairaient. Dialyse, perfusion corrective, protocole d'urgence. Le poison était traqué hors de son corps. Mais sans Thunder, il aurait déjà succombé. Abigail, la main serrée sur celle de son mari, ne pouvait détacher son regard du chien. Chaque minute, elle réalisait un peu plus. Ce berger allemand venait de sauver Ryan pour la seconde fois. Les heures qui suivirent furent une lutte acharnée contre la mort. La machine de dialyse ronronnait, filtrant le poison qui circulait dans les veines de Ryan. Les médecins surveillaient les écrans, ajustant les perfusions, échangeant des ordres rapides. Abigail, elle, refusait de quitter la chambre. Sa main restait serrée autour de celle de son mari, comme si son contact pouvait le ramener à elle. Et à ses pieds, Thunder, infatigable, montait la garde. Le berger allemand ne dormait pas. Ses yeux, d'un ambre perçant, balayaient chaque mouvement, chaque bruit dans le couloir. Parfois, il relevait brusquement la tête, grondant doucement, comme s'il flairait une menace invisible. Les infirmières commençaient à éviter son regard, impressionnées par la vigilance presque surnaturelle de l'animal. Abigail le savait. Si Thunder avait flairé l'empoisonnement, il n'y avait aucune raison qu'il cesse d'être en alerte. La vérité, elle la sentait, c'est que le danger n'était pas derrière eux. Pas encore. Dans la salle de réunion voisine, la détective Lisa Ramirez exposait ses conclusions au capitaine Hayes et au procureur adjoint. Patricia Brennan, ou plutôt Patricia Castellani, n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle a planifié ça depuis des années. Diplôme d'infirmière, mutation soigneusement choisie, arrivée ici pile au moment où son frère étendait son réseau. Elle a infiltré l'hôpital pour cibler les policiers blessés. Ace s'enfonça dans sa chaise, visiblement écrasé par le poids de cette révélation. « Mon Dieu !» Et nous l'avons laissé approcher nos hommes les plus vulnérables. Ramirez hocha la tête. Les analyses de décès récents sont en cours. 3 autres patients présentent des signes similaires d'empoisonnement lent. Tous étaient liés à des dossiers concernant Castellani. Ryan n'est pas une exception, c'est un schéma. Le procureur posa ses lunettes sur la table, les yeux fermés,
Si cela s'ébruite, nous avons non seulement une infiltration criminelle, mais un scandale de santé publique. Le public va perdre toute confiance. Ace secoua la tête, la voix cassée. Un chien a fait ce que tout notre système n'a pas su faire. Dans la chambre, les heures se succédaient. Abigail observait chaque mouvement du visage bandé de son mari. À plusieurs reprises, ses doigts se bougèrent légèrement, comme une tentative de communication. Thunder, chaque fois, réagissait aussitôt. Sa queue battait, ses oreilles se dressaient, et il posait sa truffe contre la main de Ryan, comme pour l'encourager à revenir. 3 jours plus tard, les médecins estimèrent que le moment était venu. Le coma artificiel serait interrompu. Abigail sentit son cœur se tordre. Entre la peur de découvrir des séquelles irréversibles et l'espoir fou de voir Ryan rouvrir les yeux, chaque seconde devenait insupportable. Lorsque les sédatifs furent diminués, le silence tomba. L'équipe médicale, Abigail, Sophie assise dans un coin avec Dorothy, et Thunder, tous retenaient leur souffle. Les moniteurs affichaient une activité cérébrale instable, fluctuante. Puis soudain un mouvement, une paupière qui frémit, un souffle plus profond. Ryan, Abigail s'approcha, sa voix brisée par l'émotion. Les yeux de Ryan s'ouvrirent, confus, cherchant à comprendre. Sa bouche tenta de former des mots. Les premiers sons furent indistincts, rauques. Mais Thunder n'attendit pas. Il bondit, ses pattes sur le lit, son museau collé au visage de son maître. Un gémissement de joie, un aboiement étranglé. Ryan, malgré ses forces faibles, leva la main et caressa la tête du chien. Un instant suspendu. Après tant de peur, il était là, vivant. Mais la joie fut de courte durée. Dès les jours suivants, un nouveau drame frappa. Thunder, qui avait goûté à plusieurs reprises au liquide de perfusion en tentant d'alerter les médecins, commença à montrer des signes inquiétants. Vomissements, perte d'appétit, fatigue extrême. Abigail, qui connaissait les symptômes, n'eut pas besoin d'attendre les résultats vétérinaires. Le verdict tomba, insuffisance rénale sévère. L'empoisonnement l'avait atteint lui aussi. Dr Angela Morrison, vétérinaire spécialisée, parla avec une douceur douloureuse. Le seul moyen de prolonger sa vie, c'est la dialyse. Mais c'est une procédure coûteuse de 3 000 $ la séance, tous les 2 jours. Même avec ça, ses reins sont trop endommagés. Nous ne pourrons que gagner du temps. La famille, déjà écrasée par les frais médicaux de Ryan, plus de 400 000 $ accumulés, n'avait aucun moyen de payer. Abigail se sentit suffoquée. Comment choisir entre sauver le chien qui avait sauvé son mari et la survie économique de sa famille ? C'est alors que Dorothy, l'infatigable grand-mère, prit une décision qui bouleversa tout. Un mardi matin, elle se rendit à sa banque, canne à la main, déterminée. Elle demanda à hypothéquer sa maison, celle qu'elle occupait depuis près de 40 ans. Le conseiller, une jeune femme prénommée Jennifer, tenta de la raisonner. « Madame Wallace, vos revenus sont modestes. Votre pension et la sécurité sociale couvrent à peine vos besoins. Si vous ne pouvez pas payer, vous perdrez votre maison. » Dorothy, droite comme un roc malgré ses rides, signa les papiers. « Ce chien a sauvé notre garçon 2 fois. Mon mari disait toujours, la valeur d'une vie se mesure à ce qu'on est prêt à sacrifier pour les autres. Thunder a donné sa santé pour Ryan. Je peux donner une maison pour Thunder. » Elle sortit de la banque avec un chèque de 65 000 $, de quoi offrir quelques mois de traitement. L'histoire fit la une du Minneapolis Herald. Une grand-mère hypothèque sa maison pour sauver le chien héros. En 24 heures, une cagnotte en ligne récolta 50 000 $ supplémentaires. Des commerçants locaux offrirent des services. Des étudiants vétérinaires se relayèrent bénévolement. Des inconnus envoyaient des chèques avec un simple mot pour Thunder. Mais malgré cet élan, la réalité demeurait implacable. Les reins de Thunder se dégradaient. Il perdit 10 kilos. Son pelage, autrefois brillant, devint terne. Ses yeux, pourtant toujours pleins de loyauté, commençaient à perdre leur éclat. Dr Morrison réunit la famille. Il se bat pour Ryan. Les chiens sentent quand leur maître a besoin d'eux. Tant qu'il pensera que Ryan est des fragiles, il refusera de lâcher. Mais son corps, lui, ne tiendra pas indéfiniment. Ryan, encore en fauteuil roulant, passait chaque instant auprès de lui. Il lui lisait les rapports de police, racontait leurs interventions passées, évoquait les souvenirs partagés. « Tu m'as sauvé 2 fois », murmurait-il en caressant sa tête. Aucun partenaire n'aurait pu faire plus. Mais les jours passaient et Thunder s'affaiblissait. Jusqu'à ce soir de mars où soudain son corps fut pris de convulsions. C'était un jeudi soir de mars. La neige tombait encore sur Minneapolis, mais à l'intérieur de la clinique vétérinaire, l'atmosphère était suffocante. Ryan avait profité d'une pause dans sa rééducation pour venir passer du temps auprès de Thunder. Le chien dormait, faible, branché à une perfusion.
son souffle plus court qu'à l'accoutumée. Mais soudain, son corps se raidit. Un premier spasme le traversa, puis un second plus violent. Les machines se mirent à sonner dans un concert strident. « Crise convulsive !» cria une assistante vétérinaire en se précipitant. Dr Angela Morrison, déjà présente, donna des ordres rapides. Médicaments injectés, monitoring renforcé, gestes d'urgence. Ryan, le cœur déchiré, se précipita aux côtés de son partenaire. « Tiens bon, mon grand, tiens bon, je suis là », murmura-t-il, sa main caressant la tête de Thunder, même tandis que les spasmes secouaient son corps massif. Des larmes roulaient sur ses joues, se mélangeant à la fourrure sombre du chien. Les minutes semblèrent des heures. Finalement, les convulsions s'atténuèrent, remplacées par une respiration haletante mais plus régulière. Thunder, épuisé, ouvrit à peine ses yeux ambrés. Sa queue bougea faiblement, comme pour dire à Ryan « Je t'ai entendu ». Abigail arriva en trombe, suivie de Sophie et de Dorothy. Elle vit le tableau, le chien affaibli, les machines hurlantes, son mari effondré, et comprit que l'heure fatidique approchait. Elle prit la main de Ryan, la serra avec force. Sophie, elle, s'agenouilla près du chien et, d'une voix douce, commença à fredonner. La même berceuse que son père lui chantait pour la rassurer. Étonnamment, la voix pure de l'enfant apaisa l'animal. Son souffle se calma légèrement. Dr Morrison secoua la tête. Il tient encore, mais ce n'est qu'une question de temps. Il souffre. Elle regarda Ryan droit dans les yeux. Je crois qu'il attend votre permission. Les chiens loyaux, ils ne partent pas tant qu'ils pensent que leur maître n'est pas prêt. Ryan sentit son cœur se briser. Comment pouvait-il dire à Thunder, son sauveur, son frère d'armes, qu'il pouvait s'en aller? Il caressa doucement sa tête. Les yeux fatigués du chien se posèrent sur lui. Une conversation silencieuse mais claire. « Tu as fait ton devoir, mon garçon », murmura Ryan, sa voix brisée par les sanglots. « Tu m'as sauvé 2 fois. Tu as protégé ma famille. Personne n'aurait pu demander plus. » Thunder gémit doucement, comme pour répondre. Son regard restait fixé sur Ryan, brillant d'une loyauté pure. Ryan posa son front contre celui du chien. « Tu peux te reposer maintenant. » Mission accomplie. Quelques heures plus tard, à 2h47 du matin, Thunder s'éteignit doucement, son souffle devenant paisible. Son regard toujours tourné vers Ryan. Dr Morrison referma ses paupières avec une infinie délicatesse. Dans la pièce, le silence était total. Un vide terrible s'installa. Abigail, en larmes, prit Sophie dans ses bras. Dorothy posa une main tremblante sur l'épaule de Ryan, lui offrant la seule consolation possible. Sa présence, Ryan, lui, ne bougea pas. Il resta là, tenant la patte de Thunder longtemps après que la vie l'avait quitté. Mais à l'aube, alors que la douleur semblait insurmontable, un appel changea tout. La détective Ramirez, voix tendue à travers le téléphone, « Nous avons retrouvé Patricia Brennan. Enfin, Patricia Castellani. » Ryan se redressa, encore hébété. Ramirez poursuivit, « Elle est morte, suicide apparent dans son appartement de Chicago. Mais nous avons trouvé des carnets. Elle a noté chaque étape de son plan. Et cela dépasse tout ce que nous pensions. » Les documents découverts révélèrent une conspiration de grande ampleur. Patricia avait obtenu son diplôme d'infirmière uniquement dans le but de s'infiltrer dans les hôpitaux. Sa mission, identifier et éliminer systématiquement les policiers blessés, les témoins gênants et les ennemis de son frère. Les perfusions contaminées n'étaient qu'une méthode parmi d'autres. Plusieurs décès suspects prenaient désormais un tout autre sens. Ramirez expliqua avec gravité « Sans Thunder, Ryan aurait été la prochaine victime. Mais plus encore, ce chien a révélé un réseau criminel entier. Des dizaines de vies ont probablement été sauvées. La culpabilité rongea Ryan. Il apprit que Thunder avait ingéré de petites quantités de poison en flairant et en léchant les perfusions. En cherchant à protéger son maître, il avait signé son arrêt de mort. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Le chien qui a démasqué un complot. Les caméras campaient devant la maison des Malone. Les voisins déposaient des fleurs et des lettres devant leur porte. Mais la famille, elle, voulait juste pleurer en paix. Dorothy, malgré son âge, se dressa comme un rempart. Quand un journaliste tenta d'interviewer Sophie à la sortie de l'école, elle fit barrage, son déambulateur brandi comme une arme. Ce chien est mort en héros, respectait sa famille. Son courage impressionna la communauté. Pendant ce temps, les autorités tiraient les leçons du drame. Le chef Harding annonça sa retraite anticipée, reconnaissant les failles de son département. De nouvelles mesures furent mises en place. Vérification systématique des identités du personnel médical ayant accès aux officiers blessés, surveillance accrue des unités de soins intensifs.
Mais au-delà des réformes, une certitude demeurait, un chien avait fait vaciller un empire criminel. Pour la famille Malone, le deuil était immense. Pourtant, au cœur de la douleur, naissait une forme de renaissance. Sophie, avec la candeur de son âge, dessinait Thunder avec des ailes d'ange et racontait qu'il gardait désormais le ciel. Ryan, malgré sa rééducation difficile, se leva chaque jour avec un objectif, honorer la mémoire de son partenaire. Un mois après la mort de Thunder, un mémorial fut organisé par le département de police. Officiers en uniforme, familles endeuillées, voisins, tous étaient présents. Un monument fut érigé portant l'inscription « Thunder, partenaire, protecteur, héros ». Il a sauvé plus que des vies. Il a sauvé la foi en l'amour et en la loyauté. Ryan, en uniforme malgré ses béquilles, prit la parole. Sa voix trembla mais resta ferme. Thunder n'était pas seulement un chien, il était mon frère d'armes, mon ami, un membre de ma famille. Il nous a appris que la loyauté peut traverser la mort, et que parfois, les plus grands héros ne parlent pas notre langue, mais nous comprennent mieux que quiconque. La foule resta silencieuse, émue, puis un tonnerre d'applaudissements retentit, résonnant jusque dans le froid hivernal. Le printemps revint doucement sur Minneapolis, mais pour la famille Malone, la saison semblait encore glaciale. La maison paraissait vide, sans les pas lourds de Thunder ni le bruit de ses griffes sur le parquet. Même Sophie, pourtant si résiliente, se réveillait parfois en pleine nuit, persuadée d'avoir entendu un aboiement protecteur. Alors Abigail se levait, la berçait doucement et lui répétait « Thunder veille sur nous d'une autre façon maintenant ». Pour Ryan, la rééducation avançait. Ses blessures à la tête guérissaient mieux que prévu, ses facultés cognitives étaient intactes, et il retrouvait peu à peu force et équilibre. Mais chaque progrès lui rappelait l'absence de son partenaire. Aux yeux du monde, il était un survivant. Mais en lui, un vide béant restait. Il aurait donné n'importe quoi pour entendre à nouveau le souffle de Thunder à ses côtés pendant ses séances de marche. L'enquête sur Patricia Castellani révéla un réseau tentaculaire. Ses carnets contenaient des codes, des listes, des horaires. Elle avait agi comme un agent infiltré au service de son frère, Vincent. Chaque patient surveillé, chaque perfusion modifiée, chaque contact à l'hôpital était consigné avec une minutie effrayante. Les autorités découvrirent qu'au moins 7 autres officiers ou témoins avaient probablement été victimes d'un empoisonnement discret, maquillé en complications médicales. Les fédéraux furent appelés. Le FBI prit le dossier en main, élargissant l'enquête à plusieurs États. Les ramifications du clan Castellani s'étendaient à Chicago, Milwaukee et même jusqu'à Détroit. Patricia avait été la pièce maîtresse d'une vengeance soigneusement orchestrée, mais son suicide avait privé les enquêteurs d'un témoignage direct. La détective Ramirez, désormais capitaine, mit toute son énergie à rassembler les preuves. Lors d'une conférence de presse, elle ne mâcha pas ses mots. Ce réseau a infiltré nos institutions les plus vulnérables. Mais il a été démasqué grâce à l'instinct d'un chien. Thunder a exposé ce que nos propres systèmes n'avaient pas su voir. Ses paroles firent le tour des médias. L'histoire de Thunder ne se limita plus à Minneapolis. Les journaux de New York, Los Angeles et même Londres publièrent des articles. Les chaînes d'information firent des reportages. On comparait le berger allemand au plus grand héros de guerre. Pourtant, la célébrité n'était pas un réconfort pour les Malone. L'exposition médiatique devint un fardeau. Des caméras les attendaient à chaque sortie. Les journalistes frappaient à leur porte à toute heure. On leur demandait sans cesse des interviews, des témoignages, des apparitions publiques. Dorothy, avec sa sagesse de vieille dame, prit les devants. Elle affronta les reporters sans trembler. Thunder est mort pour sauver Ryan. Laissez cette famille vivre son deuil. Sa voix ferme, ses mots simples impressionnèrent la communauté. Beaucoup de voisins se mirent à former un cercle de protection autour de la maison, empêchant les intrus d'approcher. Malgré la douleur, quelque chose de nouveau prit forme, un mouvement. Des associations animales, des vétérinaires, des policiers commencèrent à discuter sérieusement de l'idée de développer l'utilisation de chiens détecteurs médicaux. Si Thunder avait été capable de flairer l'antigel dans une perfusion, combien d'autres vies pourraient être sauvées par des chiens entraînés? Des universités lancèrent des programmes de recherche. On parle de Thunder comme d'un précurseur. Un fonds fut créé, la Fondation Thunder. Son objectif, financer les soins des chiens policiers à la retraite et aider les familles d'officiers blessés. La première pierre de ce projet fut posée grâce aux dons recueillis lors de la mobilisation pour sauver Thunder. Même si le chien n'avait pas survécu, son sacrifice permit à d'autres d'avoir une chance.
Ryan, malgré son retour progressif à la santé, se heurta à une question intime. Pouvait-il retravailler avec un autre chien? L'idée seule lui semblait impossible. Thunder n'était pas remplaçable. Pourtant, il savait que refuser de continuer signifierait laisser mourir l'héritage de son partenaire. C'est finalement Abigail qui trouva les mots justes. Un soir, alors qu'ils observaient Sophie dessiner Thunder avec une auréole, elle posa une main sur l'épaule de son mari. « Tu n'as pas à remplacer Thunder, mais tu peux transmettre ce qu'il t'a appris. Si tu formes d'autres binômes, tu feras vivre son héritage à travers eux. » Ryan y réfléchit longtemps. Quelques mois plus tard, il accepta un poste d'instructeur à l'académie de police. Il n'était plus en opération de terrain, mais il formait désormais les recrues et les nouveaux maîtres chiens. Ses cours sur la confiance, la communication non verbale, la loyauté devinrent rapidement les plus suivis. Les jeunes officiers écoutaient en silence, fascinés par ce vétéran qui parlait avec une passion née de l'expérience et de la douleur. Sophie, de son côté, devint la véritable gardienne de la mémoire de Thunder. À l'école, elle rédigea un exposé intitulé « Mon chien, le héros ». Son institutrice, émue aux larmes, le sélectionna pour être lu devant toute l'école. Sophie raconta comment Thunder avait sauvé son père 2 fois, comment il avait flairé un poison que personne d'autre ne pouvait détecter et comment il avait donné sa vie par amour. À la fin, elle déclara d'une voix claire « Thunder m'a appris que l'amour, c'est quelque chose qu'on donne tous les jours, pas seulement dans les grands moments. » Ces mots furent rapportés dans le journal local. Des milliers de lecteurs furent touchés par la sagesse d'une enfant de 9 ans. Sur le plan judiciaire, l'affaire Castellani avança. Vincent Castellani fut arrêté lors d'une opération conjointe FBI police locale. L'accusation s'appuya en partie sur les documents laissés par sa sœur. Lors du procès, le procureur prononça ces mots « Ironie du sort, ce n'est pas un policier qui a fait tomber cet empire, c'est un chien, Thunder ». Vincent fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ses complices écopèrent de peines allant de 15 à 30 ans. Pour la première fois depuis des années, la famille Malone respira un peu. Pas de joie, mais un soulagement discret. L'été suivant, un événement marqua un tournant. Le département organisa la première journée commémorative des chiens policiers. Des dizaines de familles, d'anciens maîtres, de vétérinaires se rassemblèrent. Une stèle fut dévoilée à la mémoire de Thunder et de tous les chiens qui ont donné leur vie pour protéger la nôtre. Ryan, en uniforme, prit à nouveau la parole. Il raconta comment Thunder avait refusé de quitter son côté à l'hôpital, comment il avait détecté un poison mortel et comment il avait choisi de rester en vie tant que Ryan n'était pas rétabli. Ces mots résonnèrent dans le silence respectueux. Je croyais avoir dressé Thunder, mais en vérité, c'est lui qui m'a appris ce que signifie la loyauté et le sacrifice. Le public éclata en applaudissements. Des larmes brillèrent sur de nombreux visages. Ce jour-là, Thunder devint plus qu'un souvenir. Il devint un symbole. 2 années passèrent, Minneapolis avait retrouvé son rythme, mais pour la famille Malone, rien n'était plus jamais comme avant. Thunder manquait à chaque repas, à chaque promenade dans le quartier, à chaque retour à la maison. Pourtant, son souvenir ne s'était pas éteint. Au contraire, il était devenu la lumière qui guidait leur quotidien. Un matin d'été, sous un ciel d'un bleu éclatant, Ryan installait des tables dans le jardin familial. Les guirlandes de lampions pendaient entre les branches du vieux chêne. Celui-là même où Thunder aimait s'étendre, profitant de l'ombre en surveillant la cour. Une pierre commémorative avait été placée à ses pieds, ornée de fleurs fraîches et du dessin maladroit, mais touchant de Ryan Jr., leur fils cadet. À 18 mois, il ne connaissait Thunder qu'à travers les histoires et les photos, mais son premier mot avait été « chien ». Abigail avait ri à travers ses larmes le jour où il l'avait prononcé. Le barbecue annuel, en hommage à Thunder, était devenu une tradition. Au début, cela n'avait été qu'une petite réunion de famille et d'amis proches. Désormais, c'était un véritable rassemblement communautaire. Les voisins, les officiers de police, des vétérinaires, des bénévoles, tous venaient honorer la mémoire du berger allemand. Dans le jardin, Sophie, désormais âgée de 9 ans, lisait à voix haute un extrait du livre jeunesse qu'un auteur local avait écrit en s'inspirant de l'histoire de Thunder. Les enfants du quartier l'écoutaient avec des yeux écarquillés, fascinés par ce récit de loyauté et de courage. La fillette avait hérité de la flamme de son père. Quand elle parlait de Thunder, c'était avec la conviction d'une témoin privilégiée. Dorothy, de son côté, observait la scène depuis une chaise longue, son déambulateur posé à côté d'elle. Elle avait fêté ses 80 ans. Son visage ridé, éclairé par un sourire doux, exprimait une sérénité rare.
Depuis son sacrifice financier pour sauver Thunder, la communauté l'avait entouré d'une gratitude immense. Sa maison avait été payée par des dons anonymes et une petite fondation l'aidait à vivre confortablement. Mais ce qui comptait le plus pour elle, c'était cette place qu'elle avait trouvée auprès de la famille Malone. Elle n'était pas seulement la voisine âgée, elle était devenue une grand-mère adoptive pour Sophie et Ryan Jr. Dans la cuisine, Abigail préparait des salades et rangeait des plateaux de sandwich. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle vit son mari discuter avec 2 jeunes recrues de l'académie. Depuis son retour au travail, Ryan n'avait pas repris le rôle de maître chien en opération. Trop de souvenirs rendaient l'idée insupportable. Mais il avait trouvé une nouvelle mission, transmettre l'héritage de Thunder aux générations futures. À l'académie, ses cours sur le lien entre un maître et son chien étaient devenus les plus populaires. Il ne se contentait pas d'expliquer les techniques de dressage. Il racontait l'importance de l'écoute, de la confiance mutuelle, de cette complicité silencieuse qui permettait à un binôme d'affronter n'importe quel danger. Les recrues, souvent impressionnés par ce colosse marqué par les épreuves, ressortaient bouleversés de ses leçons. Abigail savait que son mari avait trouvé la paix dans cette mission, en aidant d'autres policiers à tisser avec leurs chiens des liens semblables à celui qu'il avait partagé avec Thunder. Il faisait vivre son souvenir. Peu après l'arrivée des premiers invités, le capitaine Lisa Ramirez franchit le portail, souriante, un plat couvert d'aluminium dans les mains. Depuis la chute du clan Castellani, elle avait été promue et dirigeait désormais plusieurs équipes d'enquête. Mais chaque été, elle tenait à participer à la journée du souvenir. Son discours cette année fut bref mais poignant. Elle raconta comment l'instinct de Thunder avait permis de sauver non seulement Ryan, mais aussi d'autres témoins visés par Patricia Castellani. Elle rappela que, sans ce chien, le réseau criminel aurait peut-être continué à opérer en silence. Les applaudissements furent nourris. Certains versèrent des larmes. Puis la fête reprit, rythmée par les rires des enfants et l'odeur appétissante du barbecue. La fondation Thunder, créée avec les dons récoltés après la mort du chien, avait pris de l'ampleur. Ce jour-là, une collecte de fonds était organisée. Des stands proposaient des jouets, des t-shirts et même des colliers gravés à l'effigie de Thunder. L'argent récolté servait à financer les soins vétérinaires des chiens policiers retraités et à soutenir les familles d'officiers blessés. Un journaliste local, présent pour couvrir l'événement, demanda à Sophie ce que représentait la fondation pour elle. La fillette répondit simplement « C'est pour aider d'autres chiens comme Thunder pour qu'ils aient une belle vie après avoir sauvé la nôtre. » Ces mots touchèrent profondément les spectateurs. La journée se termina par un moment de recueillement. Tous se rassemblèrent autour de la pierre commémorative. Ryan prit la parole, tenant son fils dans ses bras. Sophie serrée contre lui. Thunder nous a quittés trop tôt, mais il a laissé derrière lui quelque chose de plus grand que sa vie. Une leçon. Il nous a montré que l'amour et la loyauté peuvent vaincre la peur, que le courage n'a pas besoin de paroles et qu'un cœur fidèle peut changer le destin d'une communauté entière. Un silence respectueux suivit. Puis Sophie s'avança avec un bouquet de fleurs qu'elle posa devant la pierre. Elle murmura « Merci Thunder, tu es toujours mon héros ». Dorothy, les larmes aux yeux, ajouta doucement « Et tu es le mien aussi ». Ce soir-là, alors que le soleil déclinait et que les derniers invités quittaient le jardin, Ryan resta seul un moment devant le chêne. Le vent faisait bruire les feuilles et il crut entendre un instant le souffle familier de Thunder. Un sourire mélancolique se dessina sur son visage. « Tu es toujours là, mon garçon » murmura-t-il. « Et tu le seras toujours. » Le bruit lointain des rires de ses enfants le rappela à la maison. La vie continuait, fragile mais lumineuse. Thunder avait laissé derrière lui un vide immense, mais aussi une force inépuisable, celle d'un amour qui transcende la mort et transforme la douleur en espoir. Les années suivantes confirmèrent ce que la famille Malone pressentait déjà. Thunder n'était pas seulement un souvenir personnel, il était devenu un symbole. Son nom circulait dans les conférences de police, dans les universités vétérinaires et même dans des cercles politiques où l'on débattait de nouvelles mesures de sécurité. La fondation Thunder prit une ampleur nationale. Ce qui n'avait commencé que comme une cagnotte improvisée devint, grâce à des dons privés et au soutien de plusieurs entreprises, une véritable institution. Chaque année, elle finançait les soins médicaux de dizaines de chiens policiers à la retraite, mais aussi de chiens d'assistance blessés en service. Elle avait même créé un programme de bourse pour les enfants d'officiers tombés en mission. Abigail, revenue à son poste d'infirmière, avait pris un rôle actif dans la fondation. Elle donnait régulièrement des conférences où elle racontait comment Thunder avait flairé le poison qui rongeait son mari.
Son discours frappait par sa simplicité et sa conviction. Nos technologies les plus sophistiquées n'ont rien vu. Mais un chien, par amour, a détecté ce que nous avions manqué. Nous devons apprendre à écouter ses alliés silencieux. Sur le plan judiciaire, le procès des Castellani marqua les esprits. Vincent, le patriarche du clan, était assis dans le box, son regard sombre fixé sur la salle. Ses avocats tentèrent de minimiser la portée des carnets de Patricia, affirmant qu'elle avait agi seule. Mais les preuves accumulées par Ramirez et le FBI étaient accablantes. Transfert d'argent, communications cryptées, dossiers médicaux falsifiés. Lors de l'audience finale, le procureur déclara « Vincent Castellani a cru que ses ennemis tomberaient dans l'ombre, que ses crimes seraient enterrés sous des diagnostics médicaux. Mais il n'avait pas prévu Thunder. Un chien a démasqué son empire. Un chien a offert aux victimes la justice que les hommes tardaient à rendre. Les jurés délibérèrent moins de 2 heures. Vincent fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ses lieutenants écopèrent de peines allant de 15 à 30 ans. Lorsque la sentence fut prononcée, un silence lourd envahit la salle. Puis Ryan, assis au premier rang avec Abigail, sentit un poids quitter ses épaules. Justice avait enfin été rendue. Mais la victoire avait un goût amer. Le soir même, en rentrant, Ryan confia à sa femme « C'est Thunder qui aurait dû être honoré aujourd'hui, pas moi ». Abigail prit ses mains entre les siennes. « Mais c'est ce que nous faisons, Ryan, chaque fois que tu enseignes à tes recrues. Chaque fois que Sophie raconte son histoire, chaque fois que la fondation aide une famille, c'est lui qu'on honore. » Ryan hocha la tête. Elle avait raison. Thunder vivait dans chaque geste accompli en son nom. 2 ans après le procès, Minneapolis organisa une cérémonie inédite, la première journée nationale en hommage aux chiens de service. Le maire, entouré de représentants de la police et d'associations, dévoila une statue en bronze représentant Thunder assis, le regard fier tourné vers l'horizon. La sculpture trônait devant l'académie de police, là où Ryan formait désormais les nouvelles générations. Sophie, en robe blanche, fut invitée à prononcer un discours. Sa voix claire s'éleva devant la foule. Thunder m'a appris que l'amour n'est pas quelque chose qu'on garde pour soi. C'est quelque chose qu'on partage chaque jour. Il a donné sa vie pour mon papa. Mais son histoire appartient à tout le monde maintenant. Parce que son courage nous rappelle que personne n'est jamais vraiment seul. Les applaudissements furent longs, chaleureux. Beaucoup pleuraient. La petite fille avait résumé, avec des mots d'enfant, ce que des centaines d'articles et de discours officiels n'avaient pas su exprimer. Dorothy, malgré son âge avancé, avait tenu à être présente. Assise au premier rang, elle observait la statue avec des yeux brillants. Elle se souvenait du jour où elle avait signé les papiers pour hypothéquer sa maison. Elle se souvenait des nuits passées à prier pour que Thunder tienne encore un peu. Aujourd'hui, en voyant cette foule honorant sa mémoire, elle sut que son sacrifice avait eu un sens. « Tu vois, Harold » murmura-t-elle en pensant à son défunt mari. « Nous avons misé sur l'amour, et nous avions raison. » La fondation Thunder s'étendit bientôt au-delà des frontières du Minnesota. Des antennes ouvrirent à Chicago, Dallas et Seattle. Des partenariats furent noués avec des universités de médecine pour étudier scientifiquement les capacités olfactives des chiens. Des articles parurent dans des revues prestigieuses, confirmant que certains chiens pouvaient détecter des cancers, des infections ou, comme dans le cas de Ryan, des substances toxiques indétectables par les machines classiques. Dans les hôpitaux pilotes, on commença à introduire des binômes chien-maître pour compléter les protocoles de détection. Chaque fois que les résultats étaient probants, on évoquait Thunder comme l'inspiration de ces projets. Chez les Malone, la vie reprenait ses couleurs. Ryan Jr. grandissait, intrépide, courant partout dans le jardin. Il avait hérité de la même aisance naturelle avec les animaux que son père. Chaque fois qu'il voyait un chien, il s'illuminait. « Comme Thunder », disait-il avec enthousiasme. Sophie, quant à elle, cultivait une fibre artistique et écrivait de plus en plus d'histoires, inspirées de son chien. Un éditeur local avait même proposé de publier ses récits illustrés. Ryan et Abigail l'encouragèrent, heureux de voir leur fille transformer sa douleur en création. Un soir d'été, après le barbecue commémoratif devenu rituel, Ryan resta seul un moment devant la statue miniature de Thunder qu'on avait offerte à la famille. Il tenait son fils sur ses genoux. Le petit garçon, en bâillant, lui demanda « Papa, Thunder va revenir un jour ?» Ryan sentit un pincement au cœur. Il hésita, puis répondit doucement « Non, mon chéri. Thunder est parti. Mais il est toujours là, dans nos histoires, dans ce qu'il nous a appris. Tu sais, chaque fois que tu es courageux, chaque fois que tu protèges ta sœur ou que tu aides un ami, c'est comme si Thunder vivait un peu en toi. »
Ryan Jr. hocha la tête avec sérieux. « Alors moi aussi, je serai un héros comme lui. » Ryan sourit, une larme coulant sur sa joue. « Oui, c'est exactement ça. » Ce soir-là, alors que le vent soufflait doucement dans les arbres, Ryan leva les yeux vers le ciel. Les étoiles scintillaient comme des promesses silencieuses. Il se surprit à murmurer « Mission accomplie, mon garçon. Mais ton héritage, lui, ne fait que commencer. » Et au fond de lui, il jura que tant qu'il aurait souffle de vie, il continuerait à transmettre le message de Thunder, celui d'un amour inconditionnel, d'une loyauté indestructible et d'un courage qui dépasse la mort. 5 ans avaient passé depuis ce matin glacé où Thunder avait gratté de ses pattes sanglantes le cercueil de Ryan. 5 années depuis que ce chien avait refusé d'accepter l'inacceptable, déclenchant une chaîne d'événements qui allait bouleverser non seulement une famille, mais toute une communauté. À Minneapolis, son nom résonnait encore dans les rues. La Fondation Thunder était désormais une organisation nationale. Chaque année, des milliers de familiers de policiers et de maîtres chiens recevaient de l'aide pour les soins, les frais médicaux ou simplement pour offrir une retraite digne aux chiens qui avaient risqué leur vie. Dans plusieurs hôpitaux du Midwest, des unités Thunder avaient été créées où des chiens spécialement formés assistaient les équipes médicales dans la détection de substances toxiques ou de pathologies invisibles aux machines. Ryan, désormais instructeur principal de l'académie de police, avait trouvé sa mission. Ses cheveux commençaient à grisonner légèrement, mais son regard restait aussi déterminé que le jour où il avait rencontré Thunder. Devant ses recrues, il parlait toujours de lui. « Les chiens ne mentent pas », disait-il. « Quand vous formez un binôme, souvenez-vous, c'est une relation qui dépasse l'ordre et l'obéissance. C'est une alliance de confiance. Thunder n'a jamais cessé de m'avertir, même quand nous pensions tous qu'il avait tort. Et il avait raison, ses paroles faisaient naître des vocations. De jeunes officiers demandaient à rejoindre l'unité canine, inspirés non pas par des histoires de drogue ou de fusillade, mais par celle d'un chien qui avait sauvé son maître à l'hôpital. À la maison, la vie avait repris son cours. Abigail travaillait toujours comme infirmière, mais elle avait accepté des missions ponctuelles avec la Fondation Thunder, donnant des conférences à travers le pays. Elle racontait comment, dans la salle de soins, un chien avait identifié un poison qu'aucun appareil ne détectait. Sa voix touchait les professionnels de santé, car elle parlait avec la précision d'une soignante et la sincérité d'une épouse sauvée par l'instinct animal. Sophie, devenue adolescente, s'était affirmée comme la véritable gardienne de la mémoire familiale. Ses récits illustrés avaient été publiés dans un recueil intitulé « Les histoires de Thunder ». Le livre, distribué dans les écoles, servait à enseigner la compassion, la fidélité et le courage aux plus jeunes. Lorsqu'on lui demandait pourquoi elle écrivait, elle répondait « Pour que Thunder continue d'exister dans le cœur des enfants qui ne l'ont pas connu ». Quant à Ryan Jr., il grandissait vite. Déjà passionné par les chiens, il insistait pour accompagner son père aux entraînements de l'académie. Les officiers riaient de voir ce petit garçon lancer maladroitement des balles aux bergers allemands en service, mais tous comprenaient qu'il marchait déjà dans les traces de son père. Un événement marqua particulièrement l'année de ses 10 ans, l'inauguration du Parc Thunder, un espace vert au cœur de Minneapolis, dédié aux chiens policiers et de service. On y avait installé des parcours d'entraînement, des statues commémoratives et un mémorial gravé de centaines de noms canins. Au centre trônait une grande sculpture en bronze de Thunder, pattes posées sur une pierre, museau relevé vers le ciel comme s'il flairait encore l'avenir. Lors de la cérémonie, le maire déclara « Chaque génération a ses héros. Certains portent des uniformes, d'autres brandissent des médailles, mais certains, comme Thunder, portent simplement une loyauté indestructible. » Ryan prit ensuite la parole. Sa voix trembla d'émotion, mais resta claire. « Je n'ai jamais cessé de ressentir son absence. Mais en même temps, je n'ai jamais cessé de sentir sa présence. Thunder est dans chacune de nos victoires, dans chaque enfant, qui apprend ce que veut dire aimer sans condition. » La foule applaudit longuement. Plusieurs familles de policiers vinrent de poser des fleurs devant la statue. Sophie, quant à elle, déposa un petit carnet de dessins. « Pour que d'autres enfants sachent qui tu étais », murmura-t-elle. Pendant ce temps, les répercussions judiciaires de l'affaire Castellani continuaient de se faire sentir. Grâce aux documents laissés par Patricia, plusieurs réseaux criminels liés avaient été démantelés dans d'autres États. Des enquêtes fédérales s'appuyaient toujours sur les preuves découvertes à Minneapolis. On disait parfois que Thunder avait, à lui seul, déclenché l'une des opérations les plus fructueuses contre le crime organisé dans le Midwest. Ramirez, devenue capitaine puis commandante, restait proche de la famille. Chaque année, elle participait au barbecue commémoratif.
Elle aimait dire en plaisantant « Je suis la preuve vivante qu'un chien peut faire progresser une carrière humaine ». Mais derrière l'humour, elle gardait une gratitude profonde. Elle savait que sans Thunder, bien des collègues, et elle-même peut-être, ne seraient plus là. Dorothy, la grand-mère au cœur d'acier, continuait de surprendre tout le monde par sa longévité. À 85 ans, elle se déplaçait plus lentement, mais son esprit restait vif. Elle adorait raconter son histoire aux visiteurs, le jour où elle avait hypothéqué sa maison pour sauver un chien. Elle terminait toujours de la même manière. Certains disent que j'ai risqué ma sécurité. Moi, je dis que j'ai choisi de dormir en paix. Et croyez-moi, je dors bien. Les jeunes l'écoutaient avec admiration. Dans une époque marquée par le doute et la peur, son geste représentait la pureté d'un choix fait au nom de l'amour. Un soir d'été, lors du barbecue annuel, la famille était réunie dans le jardin. Les rires d'enfants résonnaient, les grillades crépitaient, et le vieux chêne offrait son ombre familière. Sous ses branches reposait toujours la pierre commémorative de Thunder. Ryan s'approcha, son verre à la main. Il parle doucement, presque pour lui-même, mais suffisamment fort pour que Dorothy, assise non loin, l'entende. « Tu sais, mon garçon, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi. Tu as porté plus de poids que n'importe quel soldat, et tu l'as fait sans jamais demander autre chose qu'une caresse. » Abigail le rejoignit, posant sa main sur la sienne. « Tu as transformé ta douleur en force, Ryan. Regarde autour de toi. Tout ça existe parce que Thunder t'a appris à ne jamais renoncer. » Sophie arrive ensuite, tenant un nouveau dessin à la main. On y voyait Thunder, représenté avec des ailes immenses, protégeant une famille dessinée maladroitement mais reconnaissable. Elle le déposa contre la pierre et dit simplement « Je ne veux pas qu'on se rappelle juste de ce qu'il a fait. Je veux qu'on se rappelle de qui il était. » Ryan Jr., du haut de ses 6 ans, ajouta avec l'innocence de l'enfance « Quand je serai grand, j'aurai un chien comme Thunder, et je le rendrai fier. » Le silence tomba un instant, puis Dorothy, les yeux brillants, résuma ce que tous pensaient « Alors sa mission n'est pas finie, elle continue avec vous. » La nuit tomba doucement sur Minneapolis. Les lampions s'illuminèrent, jetant une lumière chaleureuse sur le jardin. Les invités riaient, partageaient des histoires, levaient leurs verres en souvenir d'un chien qui avait changé leur vie. Et sous le chêne, la pierre gravée semblait briller d'une lueur propre. Elle portait ces mots simples, choisis par la famille et gravés à jamais. Thunder, héros, partenaire, famille. Il nous a appris que la véritable richesse, c'est l'amour qu'on offre sans compter. Ce soir-là, chacun repartit avec un peu de cette vérité dans le cœur. Certains se promirent de passer plus de temps avec leurs proches, d'autres jurèrent de se battre pour leur communauté. Tous comprirent qu'un chien, par la seule force de sa loyauté, avait réveillé en eux quelque chose que beaucoup avaient oublié. L'importance de choisir l'amour plutôt que la peur. Et dans le silence apaisé de la nuit, alors que le vent caressait les feuilles du vieux chêne, Ryan eut l'impression, l'espace d'un instant, d'entendre un souffle familier, un battement de queue contre le sol, un compagnon invisible, toujours présent. Il ferme les yeux et sourit, parce qu'il savait que Thunder ne les avait jamais quittés.